Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le 24 septembre prochain se tiennent les élections sénatoriales. Le Sénat me paraît être une chambre qui prend une place intéressante. Les résultats ne devraient pas trop surprendre. Parce que d'abord on travaille au-delà de son étiquette politique. On sait que ces résultats dépendent des dernières municipales et que ces dernières municipales, elles ont essentiellement été gagnées par LR et par le PS. Conquérir un siège de plus. Le mode de représentation du Sénat avantage plutôt le centre droit, donc on ne devrait pas vraiment avoir changement de majorité. En tout cas, la moitié du Sénat, des 170 sièges, sera renouvelée ce dimanche, fort de son maillage territorial. La droite part grande favorite d'un scrutin réservé à 79 000 grands électeurs, en majorité des élus communaux. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la majorité sénatoriale LR et centriste devrait donc peut-être rester en place, si on en croit les résultats des dernières municipales. Peut-être le retour, en tout cas, du RN. On va en parler avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonsoir Frédéric Dabi, merci d'être avec nous. Je vous en prie, bonsoir à tous. Et on va revenir justement sur ce sondage IFOP, Frédéric Dabi, pour Sud Radio, sur ces sénatoriales. Est-ce que finalement, ce qu'en pensent les Français, est-ce qu'il y a un peu plus d'appétence pour ces sénatoriales ? Oui, il y a un peu plus d'appétence. C'est dans une certaine manière, c'est le premier scrutin du quinquennat. Alors, il va avoir moins d'impact en termes de vote sanction que les élections européennes. Il y a aussi un momentum particulier. Alors, donc, dans notre balise, on voit que le niveau d'intérêt n'est pas mauvais. Il atteint un tiers. Puis, je dirais que le Sénat a plutôt le vent en poupe, notamment pendant cette réforme des retraites qui a quand même occupé tout l'espace politico-médiatique pendant le premier semestre. On a vu une différence entre une assemblée zadisée, bordélisée, pour prendre toutes les expressions qui ont été utilisées, et un Sénat où il y a vraiment eu des débats, des discussions, où ça s'est fait dans un cadre feutré. Les Français ont plutôt apprécié. La preuve, est-ce que le Sénat joue un rôle important dans les politiques françaises ? On n'avait que 43% de oui en 2015, à peine 51% en 2014. Là, on est sur une très forte majorité, et c'est majoritaire dans toutes les catégories, dans toutes les familles politiques, y compris la France Insoumise, y compris le RN, qui sont très faiblement représentés au Sénat, voire pas du tout. Donc on a quand même une chambre qui s'installe, et comme je le disais tout à l'heure, les débats du passé, est-ce qu'il n'y a pas une chambre de trop, est-ce que le Sénat n'est pas inutile, ces débats ont complètement disparu. Philippe Bilger, est-ce qu'on attend finalement peut-être le retour du Rassemblement national ? On l'attend, en tout cas il l'espère lui, et peut-être a-t-il en effet une chance d'avoir des sénateurs, mais je rejoins absolument Cécile, ce qu'a dit Frédéric sur l'importance du Sénat aujourd'hui, et notamment dans le rôle démocratique qu'il a eu pour les commissions d'enquête, où il a montré que le Sénat n'était pas cette vieille chose politique, mais quelque chose, une machine qui pouvait être pugnace. Alors, probablement, il y a quelque chose de paradoxal, et je finis là-dessus, c'est qu'à la fois, il est clair qu'il y a une dépolitisation d'une partie de la société française, mais en même temps, on a des élections intermédiaires sénatoriales et demain européennes qui vont probablement mobiliser énormément les citoyens. Elisabeth Lévy. Alors, il faut rappeler que pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y avait une confortable majorité à l'Assemblée nationale. Le Sénat, c'était en quelque sorte le haut lieu de l'opposition. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Philippe a eu bien raison de citer les commissions d'enquête sur... rappelez-moi, Philippe, sur quoi il y en a eu Benalla, je crois. Benalla, ouais. Et, enfin, ils ont fait un sacré boulot. Alors, ce qui est intéressant, c'est la question de est-ce que le RN doit y être. D'abord, évidemment, ça dépend des électeurs, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un mode de scrutin qui, dans le fond, sanctionne la durabilité de l'ancrage, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez acquis une certaine force au niveau national et celle où vous allez entrer au Sénat, il y a la moulinette du vote sénatorial, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des élus qui soient installés, parce que en fait, il faut quand même que ces élus soient un petit peu connus, et ça, c'est intéressant. Maintenant, donc... si vous voulez, on peut pas dire comme pour l'Assemblée où il y avait quand même une sorte de scandale démocratique dans le fait que le mode de scrutin majoritaire à l'Assemblée écartait le RN. Aujourd'hui, il est effectivement, ce serait mieux qu'ils y soient tous, mais il faut laisser les choses aller à leur train de sénateur. René, pardon, je vais revenir avec Frédéric Dabi. Frédéric Dabi, le fait que éventuellement le RN retrouve des sièges, est-ce que c'est ça qui finalement peut mettre un peu de suspense plutôt que ce soit toujours effectivement les LR et les centristes qui soient majoritaires ? Est-ce que ça peut créer du suspense ?
Non, oui, ça peut créer du suspense, ça peut créer un symbole, comme lorsque le groupe écologiste, les écolos avaient eu un groupe aux dernières sénatoriales. Oui. Non, il y a quand même quelques inconnus, ça a été très bien dit, c'est une élection calme, il y a très peu en fait d'embardés, où le rapport de force électorale et par exemple celui issu des municipales n'imprègne que lentement ce qui peut se passer au Sénat, même si n'oublions pas, en 2011, il n'y a pas si longtemps, il y a eu la seule alternance, puisque le Sénat est passé avec une majorité socialiste. C'est vrai qu'il y a une vraie inconnue, c'est ces petits maires, ces petits élus municipaux très peu encartés qui pourraient peut-être défiants vis-à-vis du président, qui pourraient choisir un vote extrême, choisir le rassemblement, les candidats rassemblement ou les listes rassemblement national et peut-être changer. Mais ça ne sera pas un mouvement tel qu'on l'a connu, bien sûr, aux élections législatives. Il y a eu cette vraie surprise ou ce coup de tonnerre des 89 députés, maintenant 88, élus en 2022. Il y a quand même pas mal d'inconnus et notamment pas mal d'éléments intéressants. Je pointe également le rééquilibrage au sein de la gauche avec les écologistes qui ont bien percé aux élections municipales, mais malheureusement, là où ils ont percé, c'est pas des sièges renouvelables, donc ça sera peut-être en demi-teinte et peut-être, oui, un rééquilibrage entre le PC, le PS, le centre et LR. Mais c'est vrai qu'on ne faut pas s'attendre, je le dis avec prudence, il ne faut pas s'attendre à des mouvements très forts. On ne voit pas ce qui empêcherait Gérard Larcher d'être conduit sur le plateau. Oui, René Chiche. Oui, tout à fait. Gérard Larcher, de toute façon, sera réélu, on le sait. Moi, je pense que les élections sénatoriales n'intéressent pas les Français. Ça intéresse qui? Ça intéresse les grands électeurs, les maires, les conseillers. Parce que les Français ne sont pas vraiment attachés à leurs sénateurs. Et c'est quand même les conseillers municipaux, les maires, les conseillers généraux qui votent, qui élisent les sénateurs. Alors, par contre, ça montre déjà quand même les différences au sein des courants politiques. Puisque, par exemple, LFI, dans la NUPES, il n'y a pas eu d'accord pour les sénatoriales. Il y a même une friction incroyable entre les deux partis. Même au sein de la majorité macroniste, il y a même eu des divisions. Parce qu'il y a dans certains départements, il y a des listes horizon, des listes modèles. Vous croyez vraiment qu'il n'y a aucune division législative pour l'Assemblée nationale? Non, mais je vous parle là justement de élections sénatoriales qui pourraient être une occasion d'avoir des élections plus... Oui, je parle des sénatoriales. Une élection peut-être plus apaisée, plus consensuelle. Même là, il y a déjà des frictions. Bon, encore une fois, moi je pense pas que ça intéresse vraiment les Français. Hein. Je pense que ça intéresse quand même un certain microcosme. Parce qu'il y a quand même des figures au Sénat aujourd'hui. Des figures du monde de la vie politique. Il y a Bruno Retailleau, je vous rappelle, vous savez qui a été pendant longtemps détenu le titre de droite, de plus jeune sénateur de France. Vous savez qu'il a détenu pendant longtemps ce titre. Bah oui, Jean-Luc Mélenchon a été très longtemps. Moi, je me rappelle une des premières fois que j'ai vu Jean-Luc Mélenchon, c'était au restaurant du Sénat. Peut-être, Elisabeth. Qui avait une excellente réputation. Oui, bien sûr. Mais je suis d'accord, mais il n'empêche que ça n'intéresse pas les Français. C'est pas parce que il y a des personnalités. Est-ce que Frédéric Dabi, c'est parce que les Français se sentent peut-être un peu moins représentés au Sénat, par le Sénat? Parce qu'ils votent pas. Non, je pense que il y a vraiment le frein principal, mais c'est le système du bicamérisme français qui existe dans d'autres pays, que ce soit l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne. C'est un corps électoral restreint, vous le disiez, 79 000 grands électeurs. Mais je trouve quand même qu'avec cette réforme des retraites, avec la sagesse des sénateurs, avec aussi, Elisabeth le disait, avec beaucoup de raisons, des vraies incarnations. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de sénateurs qui ne se représentent pas. On a vu des sénateurs qui ont fait des très fortes impressions, des très fortes carrières au Sénat qui ne se représentent pas. Ça crée auprès des Français peut-être pas le lien de représentant à représenter, d'où le 27% seulement représentatif de la population, mais c'est quand même 17 points de plus par rapport à 2014. Il y a quand même un attachement, je pense, des Français au Sénat, d'autant plus que l'Assemblée, pendant la réforme des retraites, n'a pas donné un spectacle désirable, si je puis dire. Non, mais moi, je parle pas d'incarnation, moi. Juste une petite remarque très courte, Elisabeth. Allez-y, René. Je suis sûr que vous demandez à n'importe quel citoyen le nom de son sénateur. À part ceux qui sont vraiment très intéressés par la vie politique, un peu le microcosme, je suis sûr qu'il y en a très peu qui donneront le nom d'un sénateur, parce que ça ne les intéresse pas. Je suis désolé, les députés, oui. Les maires, oui. Non, je pense que vous vous trompez. Ce qui les intéresse pas, c'est peut-être l'élection en tant que telle. Effectivement, il n'y a pas un enjeu électoral direct pour nous. L'élection, elle est quasiment déjà faite. Moi, je voulais poser une question à Frédéric. Mais le Sénat en tant que tel, il a raison. Mais je voulais poser une question à Frédéric. Est-ce que la crise qu'il y a eu en quelque sorte des élus locaux, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire des maires qui ne se représentent pas, une véritable difficulté du métier de maire aujourd'hui, est-ce que ça affecte le Sénat et comment ?
Ça peut affecter le Sénat avec un vote de protestation, avec des élus locaux qui sont souvent très peu encartés. N'oublions pas que la focale médiatique met l'accent sur les 1000 villes de plus de 10 000 habitants, sur les métropoles. Il y a 35 000 communes. La grande ville, c'est l'exception. L'élu local de base, c'est la majorité. Comment vont-ils se déterminer? Est-ce qu'il y aura un vote de défiance, est-ce qu'il y aura un vote de sanction vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de sa majorité, elle est peu représentée au Sénat? Oui, on peut avoir des éléments liés à cette défiance qui pourraient jouer un rôle dans le cadre du scrutin de dimanche. Mais justement, les élus locaux se sentent souvent proches des sénateurs, parce que les sénateurs, il y a bien sûr quelques sénateurs vedettes, j'en ai parlé, mais beaucoup de sénateurs viennent du monde rural, du monde local. Nous n'oublions pas l'échec du général de Gaulle à vouloir modifier la composition du Sénat. Allez, 0826 300 300, Frédéric est avec nous. Bonsoir Frédéric. Jean-Pierre, bonsoir Jean-Pierre. Oui. Bonsoir Jean-Pierre. Oui, bonsoir. C'était le mauvais numéro qui était rentré. Jean-Pierre, une réaction sur le Sénat. Est-ce que vous, ça vous intéresse? Alors, le Sénat, moi j'ai fait des études de droit, donc le Sénat a toujours été un organe intéressant et un organe de pondération. Et par les temps qui courent, c'est-à-dire depuis l'élection d'Emmanuel Macron et surtout sa réélection, c'est un organe capital, c'est la seule vraie opposition. Simplement, c'est un scrutin qui est regardé de loin par les Français et par moi aussi, parce que c'est du suffrage universel indirect. Donc ce sont les grands électeurs et majoritairement des conseillers municipaux qui vont désigner les sénateurs. Donc on ne peut pas être aussi impliqué que si c'était un suffrage universel direct. Et par conséquent, j'espère que ça peut faire basculer des choses. Le pays est majoritairement à droite, donc je pense que ça va rester à droite. Le sujet a été un peu évoqué, c'est quelle sera la proportion de sénateurs RN ou Reconquête. En tout cas de ce qui a pu représenter un bon pourcentage des électeurs au premier tour de la présidentielle. Sébastien Chenu parlait de 2 et 5 représentants. Pierre a parfaitement raison. J'approuve totalement ce qu'il a dit. Reconquête, ils n'ont pas d'élus locaux, donc ça paraît compliqué. Mais en réalité, personne, quand il va voter pour son maire, quand on va voter au municipal, on ne se dit pas attention, c'est aussi un vote indirect pour les sénatoriales. C'est vrai. Sûr. Frédéric Dabi, est-ce que finalement Gérard Larcher n'a pas une image un peu particulière? Alors certains ne le considèrent pas forcément, presque apolitique. C'est une personnalité de la politique, parfois un sage, parce que parfois il est sorti du bois quand il le fallait. Des sénateurs de tous bords vis-à-vis des élus locaux, c'est quelqu'un, qui a une image dépolitisée, une image très consensuelle, à l'image de ce que veut être le Sénat, où, comme je disais, les débats sont très feutrés, et comme je disais, ça peut français. Par contre, nationalement, et je prends comme base notre baromètre, il faut fiduciel pour Match et Sud Radio, il fait partie des personnalités qui ont une bonne cote de popularité, mais elle reste clivée gauche-droite, c'est-à-dire des meilleurs scores chez les personnes âgées, chez les sympathisants de droite, mais c'est vrai qu'il n'y a dans quasiment aucune famille politique ce que j'appellerais un rejet épidermique de Gérard Larcher. Il n'est pas du tout dans cette logique de rejet radical ou au contraire de soutien enthousiaste. C'est quand même, il incarne, c'est aussi sa force, parce que dans notre baromètre sur l'image du Sénat, ce sont des questions posées très longtemps. Quand son prédécesseur Jean-Pierre Bel, le président socialiste, n'incarnait absolument pas le Sénat, l'image du Sénat s'est effondrée. Ça compte énormément que la présidence du Sénat soit incarnée, et c'est vrai qu'on a le sentiment chez les Français que Gérard Larcher incarne bien, personnifie même ce Sénat. Je voulais poser une question juste à Frédéric Dabi. Excusez-moi, cher Philippe, juste une petite question. Frédéric, les sénateurs ont l'image d'élus assez âgés, etc. Mais d'après ce que j'ai cru lire, en fait, les sénateurs ne sont pas si âgés que ça par rapport à... Est-ce que vous pouvez me confirmer cette information? Oui, alors, j'ai pas le chiffre en tête, mais la moyenne d'âge du Sénat a très fortement baissé ces dernières années. J'ai en tête un sénateur socialiste qui a même 28 ans. Enfin, il y a des sénateurs jeunes. Bien sûr, je pense que la moyenne... Il n'y a pas une limite d'âge? Non, il n'y a pas de limite d'âge. Non, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite vers le bas, je veux dire, il ne faut pas un âge... Absolument pas. Même les critères de 18 ans, ont dû même descendre. Et je crois que la moyenne d'âge au Sénat est un peu plus âgée que l'Assemblée, mais on n'est pas du tout sur le décalage. Et puis bon, les expressions, le train de sénateur, le Sénat qui ne travaille pas,
c'est, si je puis dire, plus que faux. Par contre, il n'y a pas beaucoup donc de femmes, on non? pourrait avoir Louis Boyard sénateur. Oui, ça c'est vous qui voyez. Par contre, il n'y a pas beaucoup de femmes, non? Et pareil, la féminisation du Sénat a progressé. On est maintenant de mémoire à 33%. Ah oui. Ce que c'est pas mal. Et voilà, Frédéric, est-ce que vous parliez de Gérard Larcher? Est-ce que il n'a pas réussi à imprimer une marque dans l'opinion publique parce qu'il a réussi une synthèse assez exemplaire entre l'engagement auquel il a droit et la réserve que lui impose la présidence du Sénat? J'ai l'impression qu'il est à l'aise dans ce registre. Oui, et puis on a bien vu hier, lorsqu'il a accueilli le roi, avec son homologue Yael Braun-Pivet, on a senti qu'on n'était pas sur la guerre de tranchées et l'affrontement. Il y a eu des moments de tension entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ils sont de plus en plus rares. Et c'est vrai que ce Gérard Larcher, qui est maintenant là, il avait été déjà président du Sénat avant l'intermède socialiste. Il est là maintenant, je crois, depuis 2014, si je ne me trompe pas, 2015. C'est maintenant quelqu'un qui je dirais, identifie, qui personnifie, qui incarne le Sénat. Et en politique, l'incarnation, c'est absolument fondamental pour les Français, pour se projeter et pour créer de la confiance avec l'institution. Merci beaucoup Frédéric Dabi d'avoir été avec nous, directeur général de l'IFOP. Merci en tout cas.